dans les profondeurs silencieuses du Suriname, un pays discret d'Amérique du Sud, où la forêt amazonienne couvre presque tout le territoire, un voyage commence. Ici, le moindre souffle de vent transporte l'odeur de la terre humide. Chaque feuille qui tombe résonne entre les arbres, et les cours d'eau serpentent comme des chemins secrets vers un passé oublié. Lorsque l'on s'éloigne de la capitale, et que les routes disparaissent derrière les arbres immenses, on entre dans une autre dimension, un monde où la nature impose son rythme. C'est dans cette zone reculée, appelée simplement l'intérieur, que vivent les descendants des Marrons, des Africains réduits en esclavage qui, il y a plusieurs siècles, ont fui les plantations coloniales. Dans les profondeurs silencieuses du Suriname, un pays discret d'Amérique du Sud où la forêt amazonienne couvre presque tout le territoire, un voyage commence. Ici, le moindre souffle de vent transporte l'odeur de la terre humide. Chaque feuille qui tombe résonne entre les arbres, et les cours d'eau serpentent comme des chemins secrets vers un passé oublié. Lorsque l'on s'éloigne de la capitale et que les routes disparaissent derrière les arbres immenses, on entre dans une autre dimension. Un monde où la nature impose son rythme. C'est dans cette zone reculée, appelée simplement l'intérieur, que vivent les descendants des Marrons, des Africains réduits en esclavage qui, il y a plusieurs siècles, ont fui les plantations coloniales. Ils n'avaient ni bateau, ni carte, ni armes. Seulement leur courage et la certitude qu'au-delà de la souffrance, un espace de liberté devait exister quelque part. Ils ont traversé rivières, montagnes, marécages et forêts, parfois sans nourriture, parfois sans guide, mais toujours avec la volonté farouche de retrouver une vie proche de celle qu'ils avaient perdue en Afrique. Ces hommes et ces femmes ont fondé des communautés à des endroits que les colonisateurs n'auraient jamais imaginé atteindre, des villages cachés dans la végétation dense où l'on vit encore aujourd'hui selon les traditions de leurs ancêtres. Pour rejoindre l'un de ces villages, le trajet commence par le fleuve Suriname, un long ruban d'eau brune qui glisse entre les collines et les arbres géants. À bord d'une petite embarcation, le moteur ronfle doucement, accompagné du clapotis de l'eau contre la coque. Pendant des heures, la forêt semble se refermer sur le visiteur. Les bruits de la ville disparaissent pour laisser place aux chants puissants des cigales, aux cris mystérieux des singes et au bruissement constant des feuilles. Le long du fleuve, quelques maisons apparaissent comme des points de vie perdus entre les arbres. Des enfants plongent dans l'eau en riant, des femmes lavent des vêtements au bord du fleuve, et des hommes réparent des filets de pêche. Les habitants vivent au rythme du soleil, de la pluie et des générations. Pourtant, même au milieu de cette simplicité, un nom revient avec insistance. Un village réputé pour ses règles strictes, ses traditions préservées et son histoire profondément liée à l'Afrique. Les habitants voisins parlent de ce lieu avec une forme de respect presque religieux. Ils disent que certaines personnes n'ont pas le droit d'y entrer, pas par mépris, mais par fidélité à des promesses faites il y a longtemps, à une époque où l'esclavage avait arraché des familles entières de leur terre natale. Le village porte un nom que l'on retrouve aussi en Afrique de l'Ouest, un nom chargé d'histoire, Dahomey. Comme l'ancien royaume béninois connu pour sa puissance, ses guerriers et sa résistance face aux colons. Les anciens racontent que leurs ancêtres sont arrivés directement de cette région africaine, transportant avec eux leur langue, leurs croyances, leurs chants et leurs rituels. Au fil du temps, même isolés dans la forêt sud-américaine, ils ont préservé une identité unique, un mélange de leur passé africain et de leur présent amazonien. Mais ce qui surprend le plus les visiteurs, ce sont les règles spirituelles du village. Les habitants expliquent, avec un sérieux profond, que certaines personnes, notamment celles d'origine européenne, ne doivent pas entrer dans cet espace sacré. Ce n'est pas une question de couleur ou de rejet, mais une règle héritée d'un chef spirituel qui, durant la période coloniale, avait juré de ne jamais faire la paix avec ceux qui avaient réduit son peuple en esclavage. On raconte que cet homme, doté de grandes connaissances spirituelles, a protégé son village contre les attaques,
non seulement par sa force, mais aussi par ses rituels. À sa mort, les habitants affirment que son esprit a continué à protéger la communauté. Et aujourd'hui, ils croient encore que sa présence veille, observant ceux qui entrent et sortent. Selon eux, si une personne jugée non acceptée franchit les limites du village, elle pourrait tomber malade ou être frappée par une énergie négative. Pour atteindre ce lieu, il faut parfois quitter la pirogue, car lorsque le niveau de la rivière baisse, les rochers empêchent toute navigation. Le reste du trajet se fait alors à pied, à travers un sentier marqué seulement par les traces laissées par les villageois. Les pas écrasent les feuilles sèches, les branches craquent sous les semelles et chaque son semble amplifier le mystère de la forêt. Sur le chemin, on découvre des sculptures en bois représentant des symboles anciens. Certaines marquent des zones sacrées où il est interdit de marcher sans respecter des règles précises. Par exemple, une femme ayant ces règles doit contourner ces lieux spirituels, car elle serait considérée comme en état d'impureté temporaire. De même, une personne ayant eu une relation intime la veille ne peut pas participer au rituel du village, car elle serait spirituellement affaiblie. Chaque règle reflète une logique ancestrale, un mode de vie entièrement rythmé par le sacré. Lorsque le village apparaît enfin à travers les arbres, il surprend par sa simplicité. Les cases en bois sont alignées autour d'un espace central où les enfants jouent et les habitants s'occupent de leurs activités quotidiennes. Ils accueillent les visiteurs avec curiosité et bienveillance. Beaucoup expliquent qu'ils savent que leurs ancêtres venaient d'Afrique, mais ils ne connaissent pas précisément leur histoire. Pour eux, l'Afrique est un continent mythique, présent dans chaque geste, chaque danse, chaque prière, mais lointain, presque inaccessible. Certains ne connaissent pas leur âge exact, car les générations précédentes ne tenaient aucun registre écrit. Ce qu'ils savent, ils le savent par transmission orale. Au centre du village, un espace sacré sert à honorer les ancêtres. Les offrandes y sont déposées avec respect, de l'eau, des fruits, du jus de canne à sucre. Jamais d'alcool, jamais de sang. Les anciens expliquent que l'esprit qui protège le village préfère la pureté des éléments naturels, ceux qui nourrissent la terre et apaisent les esprits. Ils affirment que cet esprit ressent encore la présence des étrangers et que son rôle est de maintenir l'équilibre du village. Malgré leur isolement, de nombreux habitants expriment aujourd'hui le désir de renouer avec leurs origines africaines. Ils rêvent de rencontrer des chefs traditionnels, de comprendre d'où viennent réellement leurs ancêtres et de transmettre à leurs enfants la vérité sur leur identité. Pour eux, l'Afrique n'est pas seulement un passé lointain, mais une partie vivante de ce qu'ils sont. En quittant le village, les bruits de la forêt reprennent leur place, rappelant que ce lieu n'est pas un simple point géographique, mais un fragment d'histoire vivante, un pont entre deux mondes, une mémoire précieuse que le temps n'a pas réussi à effacer.